Je suis président de la commission technique des câbles de communication au SICABEL. Donc les câbles de communication, ce sont ces fameux câbles de données qu'on appelle aussi câbles LAN. Et je vais vous présenter, moi, sur ce webinaire, le livre blanc qu'a réalisé le SICABEL sur le POE appliqué à la gestion technique du bâtiment. Voilà, et je suis par ailleurs aussi responsable système et business développement chez Acom. Hop. Alors, quelques mots sur le SICABEL. Donc, le SICABEL, on représente une industrie majeure qui est l'industrie des fils et des câbles électriques et de communication. Majeure parce que les fils et câbles sont partout, tout autour de nous, le plus souvent cachés, mais ils sont là et présents et utiles. Et même quand on est, je dirais, quand on utilise des moyens sans fil comme le Wi-Fi ou comme la technologie 3G ou 4G, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours du câble pour alimenter les antennes en énergie, en data. Et donc, effectivement, le SICABEL contribue à façonner la France d'aujourd'hui et de demain. Notamment, le SICABEL est impliqué avec ses adhérents dans des grands chantiers comme le déploiement de la fibre optique qui arrive bientôt à son terme, mais aussi d'autres chantiers comme notamment la transition énergétique qui va être au cœur de nos préoccupations aussi dans les prochaines années. Alors, le SICABEL, dans le cadre de sa mission d'information, publie régulièrement des guides et des documents techniques sur différents sujets. Donc là, sur ce slide, vous en voyez quelques-uns à l'écran. Notamment, par exemple, il publie régulièrement les chiffres sur l'avancement du plan France Très Haut Débit et donc le nombre d'abonnés rendus raccordables à la fibre optique. Et puis, il publie aussi du coup des livres blancs. Donc, sur la droite, vous pouvez en voir deux sur le POE. Le premier qui doit dater d'il y a 2 ans sur le POE et ses applications, qui traite principalement des normes et aussi des règles, des bonnes pratiques pour une installation en PO. Et puis, le deuxième livre blanc qui est plus récent, qui est sorti début de cette année, qui est en fait une étude que je vais présenter ici, qui a été réalisée avec différents bureaux d'études, qui en fait compare une solution traditionnelle à une solution PoE pour la GTB. Je vais expliquer du coup pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le PoE. Donc le PoE ou Power over Ethernet, c'est une technologie mature, maintenant très mature, puisqu'elle fête cette année ses 20 ans, déjà 20 ans d'utilisation du PoE. Ça date de 2003, avec la toute première norme de PoE. C'est une technologie qui est complètement interopérable, puisque justement normalisée, et qui permet du coup l'alimentation et en puissance et en données de différents équipements. Donc effectivement, en 2003, c'était la première norme qui a permis du coup l'alimentation, par exemple, de téléphones IP. Donc là, on était sur de basses puissances. On est à peu près sur 15 watts à la source, c'est-à-dire au niveau du switch. Donc c'est suffisant pour alimenter des téléphones IP. Ensuite, il y a une deuxième version du PoE qui date de 2009, qui s'appelle le PoE+, qui a permis d'aller plus loin en termes de puissance, d'aller jusqu'à 30 watts. Donc 30 watts toujours à la source pour alimenter des points d'accès Wi-Fi, des caméras, des répéteurs aussi. Et puis plus récemment, donc la norme a encore évolué, la norme PoE, pour aller chercher toujours plus de puissance. Et là, cette fois-ci, on parle de PoE++, et puisqu'on va en fait avoir 90 watts de puissance au niveau du switch à la source. 90 watts, ça va permettre encore d'élargir le champ des applications, et donc ça offre la possibilité, ce qu'on va voir après aussi, de raccorder de nouveaux équipements comme l'éclairage. L'éclairage, c'est un cas intéressant puisque effectivement le PoE, la puissance a monté au fil des années, comme on le voit. A contrario, en fait, la puissance de l'éclairage, elle a baissé à l'inverse au fil des années. Ce qui a permis cette baisse, notamment, c'est l'arrivée de la LED massivement dans l'éclairage, qui permet en fait de diminuer drastiquement les consommations. Et donc maintenant, effectivement, on trouve des panneaux d'éclairage typiquement aux alentours de 30 watts, des spots aux alentours de 10 watts. Donc avec le PoE, on va pouvoir raccorder ces éclairages. On va pouvoir même du coup en raccorder plusieurs sur le même lien.
On va aussi pouvoir accorder du coup des caméras beaucoup plus sophistiquées, voilà, avec des systèmes de zoom, de motorisation, même certaines caméras qui comportent aussi des éclairages. Et donc tout ça, ça va être permis par rapport à cette nouvelle norme qui date du coup de 2018, hein, POE++. Alors, le bâtiment intelligent, par le smart building de bâtiment intelligent, cette notion a beaucoup évolué au fil des années. Le bâtiment intelligent, c'est un bâtiment qui offre plus de confort à ses usagers, plus de sécurité. Mais depuis plusieurs années, ça a pris aussi une autre dimension. Notamment maintenant, le bâtiment intelligent, c'est un bâtiment qui doit être de plus durable. Plus durable, c'est-à-dire qu'il doit faciliter la réduction de la consommation d'énergie. On en a beaucoup parlé l'hiver dernier. Donc facilité par des automatisations, hein, c'est aider les occupants à réduire les consommations d'énergie. C'est aussi un bâtiment qui doit permettre aussi de contribuer à la réduction de l'empreinte carbone, notamment à l'utilisation. Le marché du bâtiment, c'est un marché qui est gigantesque, hein, on parle d'un marché aux alentours de 1 milliard de mètres carrés. Sur 5 milliards de mètres carrés, bah, effectivement, la part du neuf est très faible, hein, il y a à peu près 1% de bâtiments neufs tous les ans. Donc, c'est-à-dire que le gros du marché, bah, effectivement, c'est le marché de l'existant. Et donc, sur ce marché, bah, effectivement, on n'a que 10% des bâtiments, en fait, aujourd'hui, qui sont équipés de systèmes de monitoring qui permettent de la remontée d'informations. 10%, c'est-à-dire qu'il y a 90% bah, de ces bâtiments qui ne possèdent pas ces solutions. Sur ce marché aussi, le tertiaire, finalement, on parle beaucoup du résidentiel, mais en fait, le secteur tertiaire est très contributeur, très émetteur de gaz à effet de serre, notamment parce que dans le secteur tertiaire, on va retrouver l'utilisation de la climatisation qui va être beaucoup plus importante que dans le secteur résidentiel. Donc, en résumé, bah, effectivement, par rapport à ça, on a aujourd'hui un marché qui va devoir faire sa transformation. Ce qui va aider à faire cette transformation, bah, en tout cas, l'État a pris les devants à réglementer par rapport à ça, parce qu'on sait très bien que s'il n'y a pas de contraintes, bah, le marché évolue toujours très lentement. Et donc, par rapport à ça, il y a 2 décrets importants que l'État a pris. Le premier, c'est le décret tertiaire. Le décret tertiaire, donc, il impose en fait une réduction de la consommation d'énergie, donc pour les bâtiments de plus de 1 000 m². Donc on va retrouver 40%, enfin il impose de réduire les consommations d'énergie de 40% en 2030, de 50% en 2040 et de 60% en 2050. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui va s'étaler sur plusieurs années. Pour arriver à faire ça, bah, il y aura plusieurs leviers. Un des leviers, justement, ça va être l'utilisation d'une GTB. On considère qu'une GTB permet de réduire les consommations d'énergie de l'ordre de 30%. Donc ça fera pas non plus tout comment dire, ça répondra pas, ça fera pas tout le palier qui est demandé par le décret tertiaire, mais ça on va faire une bonne partie. Il faudra faire des efforts supplémentaires, bah, par exemple en travaillant sur le choix de la production de chaleur, en travaillant sur l'isolation des bâtiments. Enfin voilà, il y a d'autres leviers, en travaillant aussi un petit peu sur comment dire, sur les occupants et sur voilà, la partie, enfin, comment dire, pouvoir sensibiliser en tout cas les occupants et puis bah, faire attention, voilà, à nos éco-gestes. Je cherchais le mot. Mais ça, on sait que ça fait qu'une petite partie, c'est 5 à 10%, et donc c'est un ensemble de leviers qui font qu'on va arriver après à 2050 à ces 60%. Il y a un deuxième décret qui est important, qui est le décret BAX, qui lui va imposer en fait bah, l'utilisation d'une GTB. Donc là encore, on va avoir deux volets sur ce décret BAX. Le premier volet, en fait, il va imposer donc une GTB pour les bâtiments qui consomment, enfin qui utilisent une puissance de plus de 290 kW. Donc ça, c'est des bâtiments généralement qui font plus de 3000 m². Ça va aller assez vite puisqu'en fait, il impose cette GTB pour ces bâtiments à partir du 1er janvier 2025. Donc encore une fois, c'est une obligation. Et puis, il a été amendé cette année, en avril de cette année, ce décret BAX,
pour couvrir aussi plus largement des bâtiments qui vont consommer, qui vont avoir une puissance, donc pour la partie chauffage, climatisation, de plus de 70 kilowatts. Donc là, c'est des bâtiments qui vont être sur une surface de plus de 1000 mètres carrés. Et donc là, ils vont avoir un petit peu plus de temps, ces bâtiments, et donc ils devront se mettre en conformité avec cette réglementation d'ici au 1er janvier 2027. Mais vous voyez que c'est quelque chose qui va arriver assez vite et donc avec un effet réglementaire important. J'arrive du coup sur cette étude du SICABEL, maintenant qu'on a planté le décor au niveau du marché. Donc cette étude du SICABEL vise effectivement à comparer deux architectures en GTB. Donc une première architecture qui est sur une GTB dite traditionnelle par rapport à une architecture en PoE. Donc vous pouvez voir là sur l'écran deux synoptiques. Donc à gauche, on retrouve l'architecture GTB traditionnelle, où là, on va avoir deux types de câblage. On retrouve du câblage classiquement, un câblage d'énergie pour alimenter en puissance, et puis un câblage pour la partie de données. Et donc, sur la droite, on va avoir ce câblage en PE, où on va retrouver qu'un seul câble pour transmettre les données et la puissance. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'effectivement, on va avoir une architecture qui va être largement simplifiée, puisqu'on n'a qu'un seul câble. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres avantages. Je dirais que comme autre avantage, l'utilisation du PoE fait qu'on est sur de la basse tension. Donc, on ne va pas avoir besoin d'habilitation électrique pour pouvoir faire le branchement des équipements. Donc ça, c'est aussi un point important. Et puis, on va avoir aussi le fait d'avoir qu'un seul câble. On va avoir aussi une diminution des chemins de câbles puisqu'on aura moins de câbles à poser. Je le slide suivant. Donc cette étude comparative entre la solution traditionnelle et la solution PE, pour la mener à bien, on s'est appuyé sur un bureau d'études qui est Egis. On a dû définir avec eux effectivement un certain nombre d'éléments pour faire ce comparatif. Notamment, on a fixé la surface du bâtiment. Donc en l'occurrence, on a pris un plateau de 1200 mètres carrés. Et dans ce plateau de 1200 mètres carrés, on va retrouver différents équipements. Donc on va retrouver de l'éclairage, on va retrouver du store et on va retrouver de la CVC. Pour piloter tout ça, on va avoir un capteur multifonction qui va classiquement qui va faire la détection de présence et de luminosité pour pouvoir allumer ou éteindre l'éclairage ou les équipements ou les autres équipements, voilà, en fonction de la détection. Donc ça, ces hypothèses-là ont été fixées et sont les mêmes pour la solution traditionnelle comme pour la solution PoE. On a fixé aussi pour faire cette étude, notamment ça nous a servi pour faire la comparaison de l'impact carbone. On a fixé aussi donc le niveau de puissance de chaque équipement et aussi le taux d'utilisation. Effectivement, suivant le type d'équipement, le taux d'utilisation ne va pas être le même. Pour la partie éclairage, par exemple, on a considéré un taux d'utilisation de 30%, donc qui représente une utilisation 12 heures par jour pendant 230 jours. La CVC, on a considéré que ça fonctionnait à 100%, parce que même s'il n'y a personne, il faut quand même pouvoir garantir, maintenir le bâtiment à une certaine température, que ce soit en été comme en hiver. Et puis, pour la partie store, effectivement, là, le taux d'utilisation, c'est quelque chose de très ponctuel. On fait un cycle de montée ou de descente, enfin deux cycles en tout cas, on a considéré par jour, mais de façon très ponctuelle. Donc là, on a considéré un taux d'utilisation qui est en réalité proche de 0% dans la réalité. Donc toutes ces hypothèses, comme je disais, nous ont permis en fait de pouvoir faire cette comparaison carbone entre la solution traditionnelle et la solution PoE. Et donc on va voir du coup sur les prochains slides, on verra après, du coup, effectivement, les trois conclusions qu'on en tire. Le dernier point sur cette étude comparative, d'un point de vue principe de fonctionnement, j'ai déjà expliqué, mais je vais compléter par rapport à ce que j'ai dit avant. Donc, sur une GTB classique, effectivement, comme je disais, on va trouver de la partie câble d'énergie pour alimenter les équipements en énergie et des câbles de données. Sur l'éclairage, on a considéré une utilisation du protocole DALI pour le pilotage, ce qui se fait classiquement sur la GTB classique. Sur la partie PoE, donc là, on va en fait utiliser des câbles informatiques, des câbles de données, ce sont ces fameux câbles LAN. Donc en l'occurrence, on a pris un câble catégorie 6A pour pouvoir en fait transmettre les données et la puissance en PoE. Et puis, on va avoir du coup une BGTB en solution PoE. On va retrouver une BGTB qui va remplacer le traditionnel TD
en solution traditionnelle. Et donc, dans cette BGTB, on va intégrer des switches PoE qui vont du coup faire l'injection de cette puissance et la transmission de données via les câbles. Donc, en conclusion, par rapport à cette étude, le premier point de conclusion, c'est sur la partie économique. Ce qui ressort de cette étude, et donc là, pour faire cette étude économique, en fait, on a décomposé précisément les coûts sur chaque solution, hein, la solution traditionnelle et la solution PoE. On a pris en compte l'ensemble des coûts, c'est-à-dire l'ensemble du matériel. On a calculé le mètre de chaque type de câble utilisé. Et puis, Egis a évalué aussi, enfin évalué, en tout cas, ils ont pris dans leur base des coûts d'installation qu'ils avaient pour ces deux solutions, de façon à avoir une photo globale du coût de la construction sur chacun des postes. Donc, ce qui ressort, en fait, c'est que c'est à ISO-coût, c'est même voire un petit peu moins cher pour la solution PoE, puisqu'en fait, elle ressort 3% moins cher qu'une solution GTB classique. Ce qui est intéressant aussi, c'est surtout de voir qu'il y a un transfert des postes. C'est-à-dire que si on prend comme référence la solution classique, la solution traditionnelle, eh ben, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, en solution PoE, le poste, le lot courant fort, va être beaucoup plus faible, en fait, hein, d'un point de vue impact économique. C'est normal, puisqu'on va avoir moins de disjoncteurs, on a supprimé les câbles d'énergie, on va avoir une réduction des chemins de câbles. Donc, ce lot courant fort va être moins important sur une solution GTB en PoE. A contrario, le lot courant faible va être un petit peu plus important, puisqu'on va rajouter effectivement les câbles de données, on va rajouter des switches et des convertisseurs. Donc, effectivement, il y a un transfert de l'eau, et ça, c'est important de bien le prendre en compte. Mais au global, quand on prend la photo globale, on a quelque chose qui a ISO-coût, voire un petit peu moins cher, avec les avantages que permettent le PoE, notamment le fait d'avoir des équipements qui vont être directement connectés en IP, qu'on va pouvoir piloter directement à distance. Le deuxième point important, c'est sur la consommation de cuivre. Là, dans cette étude, voilà, et ce que j'ai expliqué sur le calcul du mètre de câble sur chaque solution, en fait, ce qu'on a remarqué, la conclusion, c'est qu'on divise par 2, c'est assez énorme, on divise par 2 la consommation de cuivre. Comment on arrive à faire ça? Le premier point, c'est qu'effectivement, on a utilisé un câble unique au lieu de 2. Forcément, déjà, ça diminue la consommation de cuivre de façon assez importante. Le deuxième point aussi, c'est qu'on a pris en compte la capacité du PO à chaîner différents équipements, toujours dans la limite de la puissance des 90 watts. Mais ce qui fait qu'avec un port de switch, dans cette étude, on a pris en compte le fait qu'on pouvait chaîner effectivement plusieurs éclairages pour arriver à ce 90 watts. C'est pareil pour les stores, c'est pareil pour la partie CBC. Donc ça contribue aussi à la réduction de cuivre. Et quand on regarde du côté marché, alors effectivement, divisé par 2 comme ça la quantité de cuivre, on se dit ouais, c'est bien. Mais quand on regarde d'un point de vue marché dans les années à venir, ce qui va se passer, il y a eu beaucoup de publications sur le mois de septembre, d'ailleurs sur ça dans les journaux. On voit qu'il va y avoir de fortes tensions à venir. Pourquoi il va y avoir de fortes tensions sur le cuivre? C'est notamment du fait qu'on va avoir de plus en plus en fait de besoins en cuivre dans les années à venir. On considère que la demande en cuivre va passer de 25 à 50 millions de tonnes en 2035. Donc c'est énorme, hein. On va avoir une demande en cuivre qui va doubler. Qu'est-ce qui fait ça? Il y a plusieurs facteurs, hein. Le premier, c'est le fait de passer aux véhicules électriques. Ça nécessite beaucoup plus de câbles en cuivre, et surtout parce qu'on a beaucoup plus de capteurs dans une voiture, hein. Enfin, c'est une somme de choses. Mais en tout cas, effectivement, le passage électrique va demander beaucoup plus de cuivre. Il y a les bornes de recharge, il y a tout ça aussi à prendre en compte. Le deuxième point, c'est la transition énergétique. Donc le raccordement des parcs éoliennes, le raccordement des parcs photovoltaïques, ça nécessite aussi du câble, il faut du cuivre. Et puis le troisième point, c'est la consommation de composants électroniques qui continue à augmenter, en de plus en plus de composants électroniques. Donc d'un côté, en fait, sur la partie cuivre, une demande qui va doubler. De l'autre, on a aussi une production qui stagne. Ça stagne parce que pour ouvrir une mine de cuivre, c'est très long, hein, il faut 10 à 15 ans. Et aujourd'hui, il y a plein de facteurs qui font que les industriels ne sont pas enclins aujourd'hui à ouvrir facilement des mines de cuivre, notamment le fait que les taux d'intérêt sont assez élevés, notamment le fait que on a exploité les mines de cuivre qui étaient les plus faciles à exploiter, qui avaient le taux de pureté de cuivre le plus important, et donc il reste des mines qui sont plus difficiles d'accès, dont le taux de pureté est plus faible, donc les industriels sont moins enclins à aller vers l'exploitation, puis des coûts d'investissement qui sont assez importants. Mais donc tout ça fait que dans les années à venir, on va avoir une tension de plus en plus forte sur le cuivre, avec possiblement un impact sur le prix de cuivre,
et possiblement aussi, du coup, des problèmes de pénurie de cuivre qui pourraient arriver dans les 10 prochaines années. Donc on parle beaucoup du lithium, voilà, de ces matériaux-là, mais le cuivre aussi, vous entendrez de plus en plus parler par rapport à ça. Donc c'est pas anodin quand on dit, voilà, en POE, on sait diviser par 2 la quantité de cuivre, c'est pas anodin, ça aura un impact. Et enfin, le troisième point, c'est sur l'empreinte carbone. Alors, sur l'empreinte carbone, c'est ce qui a été plus difficile à faire, ce comparatif. Ça a été le plus difficile à faire, je vais expliquer. Donc, on a démarré cette étude effectivement en 2021 sur l'empreinte carbone avec les données existantes. Et en fait, les données existantes, c'est pour faire le comparatif, il a fallu trouver les données en solution traditionnelle et en solution POE. Et donc, on s'est basé effectivement sur les bases qui existaient en 2021. Et ça, effectivement, c'est pas forcément facile puisqu'en fait, déjà, il faut comparer ce qui est comparable. Et donc, c'est pour ça que je parlais au début, on a dû fixer des hypothèses. Il a fallu aussi s'assurer qu'on soit sur les mêmes cycles, hein, sur la partie utilisation, c'est-à-dire qu'en solution traditionnelle, typiquement, par exemple, les câbles d'énergie sont une certaine durée qui n'est pas la même que sur les câbles data. Ça ne veut pas dire que l'un ne pouvait pas faire plus, mais en tout cas, voilà, c'était des règles qui étaient définies. Donc, il a fallu remettre effectivement la même durée d'utilisation pour comparer ce qui est comparable. Et puis, il a fallu aussi, du coup, pouvoir regarder aussi l'impact carbone à la bonne puissance, puisque les PEP sont définis, que ce soit sur la solution traditionnelle ou la solution POE, je parle pour la partie câble, ils peuvent être définis pour une certaine puissance. Et donc, il a fallu aussi pouvoir aller précisément sur la puissance des équipements pour pouvoir comparer ces données. Donc, ça n'a pas été facile à faire. On s'est appuyé sur Regis et donc sur les fabricants du SICABEL pour pouvoir le faire. Et on arrivait à la conclusion, effectivement, que sur la solution GTB en POE, on arrivait à diminuer l'empreinte carbone de 15%. Alors, quand on dit 15% de diminution, là, on n'est que sur le périmètre câble plus chemin de câble, puisqu'en fait, c'était les données qui étaient disponibles au démarrage de l'étude en 2021. L'idée, c'est d'aller plus loin et donc on va lancer une suite de cette étude sur la partie empreinte carbone qui va du coup continuer sur l'année prochaine, sur 2024, où là, on va pouvoir poursuivre cette étude sur l'ensemble du périmètre, sur l'ensemble du système complet, donc en incluant tous les équipements, c'est-à-dire les drivers d'éclairage, les drivers de store, les drivers de CVC, le switch pour la partie POE, enfin bref, l'ensemble des équipements, de façon à avoir bien la photo globale et voilà, et pas avoir une vision partielle comme on peut l'avoir aujourd'hui. Mais néanmoins, en tout cas, pour le moment, on voit que c'est plutôt favorable sur la solution POE.